cet après-midi, c'est d'essayer de comprendre ce à quoi sont confrontés les travailleurs sociaux à travers la prise en charge des personnes en situation de migration. Le premier effet que ces travailleurs sociaux rencontrent, c'est des personnes qui racontent, qui témoignent de traumatismes. Et à travers leur récit, revient systématiquement à la question des murs. L'idée, c'était d'analyser d'un point de vue sociologique, avec comme arrière-plan théorique le cours de Pierre Bourdieu nommé Sur l'État, un cours qu'il a écrit qu'il a dit de 89 à 92, où il essaye de définir l'État. Alors, je n'aborderai pas la question première de cette impossibilité de définir l'État, puisque l'État nous constitue, donc comment définir un objet qui nous constitue. Pierre Bourdieu y consacre de nombreuses heures, donc je mettrai ça de côté, et il préfère parler de processus d'État plutôt que d'État dans sa définition. Donc c'est pourquoi je parle plutôt de processus d'État. Donc les travailleurs sociaux sont confrontés à ces effets des processus d'État au travers de ce que les migrants, les personnes en situation de migration rencontrent, c'est-à-dire une succession de murs. Alors, dans un premier temps, je vais rapidement revenir sur cette question des murs. Alors, je vais m'appuyer sur l'article d'Hélène Lièche dans les cahiers de la revue Mimoc, les cahiers numéro 5, qui s'appelle le paradigme du mur, où de nombreux auteurs travaillent cette question en tant que paradigme. Alors paradigme parce que c'est un outil de gestion des populations et des territoires, pour dire simplement. Voilà. Alors, pour revenir rapidement sur les murs, je ne vais pas être très long là-dessus, mais on peut dire qu'il existe, et tout le monde le sait, il existe de nombreux murs virtuels et de dimensions métaphoriques, des murs symboliques, et bien évidemment des murs concrets dans leur dimension géographique et spatiale. Ainsi, des milliers de kilomètres de frontières blindées s'étendent aujourd'hui entre les États-Unis et le Mexique, entre l'Union européenne et l'Afrique, notamment entre l'Espagne et le Maroc, mais aussi tout le long des côtes méditerranéennes par une forme de blindage maritime, on peut quasiment dire une mer blindée. Il y a des murs entre l'Inde et le Bangladesh, entre la Chine et la Corée du Nord, entre le Botswana et le Zimbabwe, entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, entre Israël et la Cisjordanie. Il y a aussi des murs de séparation entre communautés, comme ceux érigés dans le contexte de guerre civile par des forces militaires tierces, pour séparer les belligérants. Par exemple, les Peace Lines de Belfast furent construits par l'armée britannique entre quartiers catholiques et quartiers protestants. Les Bremer Walls, passés par l'armée américaine à Bagdad entre quartiers sunnites et quartiers chiites. Il existe aussi des murs symboliques, matérialisés par différentes langues. Il y en a par exemple le mur de la langue en Belgique, ainsi que des murs administratifs à l'image de l'espace de Schengen. Et ce mur-là nous intéresse de prime abord quant à la question de l'accueil des personnes en situation de migration pour l'Europe. Enfin, on peut dire qu'avant les remugles de murs contemporains, il y avait des murs issus du pouvoir des États en tant que marqueurs de catégories de population, comme le fut par exemple le mur de l'asile, qui construisait des catégories de population et qui désignait d'un côté ceux qui avaient la raison, et puis à l'intérieur de ces murs, ceux qui n'avaient pas la raison ou qui l'avaient perdue. Alors l'idée du mur, d'un point de vue bourdieusien, c'est un levier pour que l'État construise leur souveraineté. À travers la légitimation des murs, la construction des murs et leur légitimation, l'État se légitime par lui-même et renouvelle sa souveraineté. Donc ça, c'est l'idée première de l'appréhension, de la compréhension de la fonction des murs. Et à ce titre-là, la situation de migration, l'immigrant, comme les murs, participent donc à la légitimation des États, à leur construction. Et plus il y a de migrants, plus il y a de traitements, plus les politiques de la migration se développent, plus les États se constituent à travers elles. Et cela occupe de plus en plus, en tout cas en Europe, les agendas politiques et les programmes politiques avant toute élection. Ainsi vont les États dans la construction de leur souveraineté. Aujourd'hui, les murs donc associés aux migrations des populations sont nombreux et leur passage ou contournement scande le récit de traumatisme du parcours. Et malheureusement, au bout du chemin,
comme nous l'avons vu tout à l'heure, le mur administratif est une souffrance de plus, comme l'indiquent les témoignages des travailleurs sociaux en CADA, en centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ces derniers, avec les personnes migrantes, doivent donc faire avec le paradigme du mur comme conséquence des processus d'État. Alors, ce mur administratif, c'est pas rien, on l'a déjà évoqué, mais en quelques lignes, hein, une fois que la personne a finalement contourné ou traversé tous ces murs dans le monde, hein, tous ces murs blindés, ces murs géographiques, ces murs virtuels, ils doivent d'abord, quand ils arrivent, ils doivent d'abord trouver un domicile. Voilà. Alors, première question. S'ils n'ont pas de CADA, il faut qu'ils trouvent un domicile. Ils peuvent, s'ils ont un avocat, ils peuvent obtenir une adresse de complaisance. Voilà. Ensuite, ils doivent commencer à se signaler sur la plateforme d'accueil de demandeurs d'asile, hein, d'IPADA pour les spécialistes travailleurs sociaux, pour l'enregistrement des demandes d'asile, puis au GUDA, au guichet unique de demandeurs d'asile, pour les premières démarches administratives. Déjà, ça prend du temps, et déjà, c'est une véritable épreuve que d'entrer dans ce mur administratif. Ils commencent donc à ouvrir des démarches administratives à des fins d'examen de situation administrative. Généralement, la plupart du temps aujourd'hui, ils font une demande de dédublinisation. Hein. Ça devient le passage obligé. Alors, avant, ils devaient revenir dans le premier pays sur le sol européen. Maintenant, ils peuvent faire une demande de dédublinisation. Puis 21 jours plus tard, ils ont ensuite 21 jours pour remplir le formulaire de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour être entendus, où ils attendent une demande, pour être entendus par un officier qui vienne recueillir leur demande d'accueil et leur demande d'asile. Voilà. Alors, politiquement, on a resserré le délai d'attente, mais au bout de 6 mois, 90% des cas, au bout de 6 mois, ils reçoivent un papier pour dire le délai ne sera pas tenu. Donc on attend encore pendant 6 mois de plus, voire 1 an. Voilà. Une fois qu'ils ont ce rendez-vous, en règle générale, ils ne sont pas sur le sol, sur le territoire parisien. Ils doivent y prendre le train pour aller à Paris rencontrer l'officier de l'OFPRA, témoigner de leur situation, de leur parcours, de leur traversée des murs dans le monde. Et ensuite, ils reviennent et ils attendent la réponse de l'OFPRA. Après cela, au mieux, la personne obtient un statut de réfugié pour 10 ans, ou une protection subsidiaire qui est passée aujourd'hui à 1 année, auparavant c'était 4 années, ou autrement, et c'est plus de 50% des cas, ils doivent reformuler une demande pour à nouveau amener des arguments, on l'a vu tout à l'heure, avoir des certificats médicaux pour évoquer les traumatismes, soit les traumatismes issus de leur contexte de vie dans leur pays d'origine, soit des traumatismes issus de ce parcours à travers le monde. Une fois qu'ils ont réussi à traverser ce mur administratif, ben, ils doivent, pour obtenir leur visa, avoir de l'argent, environ 300 € pour le timbre fiscal et de la carte de séjour. C'est à peu près le même prix, 300 € pour un visa touristique. Donc là, ils entrent, après le mur administratif, il y a le mur du financement de leur accueil. Voilà. On a vu aussi cette semaine que pour les étudiants, hein, ce mur de l'argent s'épaissit un peu plus, puisque les étudiants qui veulent venir en Europe doivent maintenant débourser quelque chose de plus de 2000 €, hein, ce qui va arriver d'inscription dans les universités. Donc on a un véritable parcours fait de murs qui constitue assez généralement des soubassements et un prolongement qui font redondance, qui font écho au traumatisme d'origine. Ces murs de frontières, ces murs qu'ils doivent traverser, ces murs, on l'a vu précédemment avec la question de l'attente du règlement administratif, hein, ce mur administratif
redouble les traumatismes et contribue à la difficulté d'intégration et de ces personnes suite à leur parcours. Alors, pourquoi ces murs? Au regard, si on suit l'enseignement de Pierre Bourdieu dans ce cours du Collège de France nommé Sur l'État, on peut avoir la faiblesse d'esprit de penser que le mur est finalement un alibi pour que l'État construise sa souveraineté, et le migrant devient ainsi l'alibi qui permet à chaque État d'asseoir son pouvoir. Alors rapidement, j'évoquerai aujourd'hui 3 types de processus d'État. Premièrement, le premier processus d'État, c'est la question de la construction d'une fiction du rapport du sujet sur le territoire. Tous les États se sont constitués dans leur histoire à travers d'une législation spécifique de la citoyenneté sur un territoire. Ça, c'est un processus d'État fondamental. Un deuxième processus d'État qu'évoque Pierre Bourdieu, c'est celui de la gestion des dissensus. L'État ne crée pas le consensus, mais l'État trouve sa force en gérant les dissensus. Et je terminerai par un processus d'État que Pierre Bourdieu rapporte à ce qu'il appelle la rhétorique de l'officiel. Voilà. Ça, c'est le mur et la situation de migration doivent payer le prix d'une rhétorique de l'officiel. Alors, le mur comme fiction juridique ou comme illusio, c'est le terme qu'emploie Pierre Bourdieu. C'est une fiction juridique qui inscrit la souveraineté d'un État sur un territoire. C'est une construction juridique. Ça fait partie de ce que Pierre Bourdieu appelle le mensonge juridique. On a par exemple classiquement le jus soli, le droit du sol allemand, et du côté de l'Allemagne. Et en France, on a le jus sanguin, c'est-à-dire le droit du sang, cette fiction juridique qui a permis à l'État de se construire, à l'État français, à l'État allemand, tout au long de son histoire. Alors, le problème de cette fiction juridique nécessaire, c'est pas un roman juridique à déconstruire, c'est une nécessité qui permet aux États de se construire, ce qui permet aux États de vivre, aux gouvernementalités d'organiser la vie des hommes. Mais ça pose quand même quelques problèmes du point de vue de la migration et du point de vue du paradigme du mur. C'est-à-dire que le mur, avec le paradigme qui fait fonctionner, en règle générale, instaure une certaine asymétrie du rapport des citoyens au territoire. Voilà. Et le migrant se trouve contraint dans cette asymétrie. C'est un sous-citoyen qui n'a pas les mêmes droits que les autres sur un territoire. Et donc l'État se légitime en organisant cette asymétrie sur le territoire. Et le mur sert à produire cette asymétrie, et on voit à travers l'étude et le regard qu'on peut porter sur un certain nombre de murs dans le monde, comment cette asymétrie fonctionne. Et la question de la frontière, ou alors de manière plus radicale, plus sauvage, plus belliqueuse, on voit par exemple, si on prend par exemple le mur entre Israël et la Cisjordanie, entre Israël et la Palestine, on voit par exemple que la pratique du checkpoint est une véritable organisation de cette asymétrie. Vous êtes un sujet qui devait attendre, vous ne pouvez pas rentrer comme tout le monde sur ce territoire. Votre citoyenneté n'est pas la citoyenneté du citoyen ordinaire, et c'est comme ça que l'État construit sa souveraineté. Alors on pourrait par rapport à l'espace de Schengen, par rapport on l'a évoqué tout à l'heure, cette asymétrie est flagrante. La question de l'assignation à un lieu, on s'autorise à vous enfermer, ce n'est pas un camp, c'est un centre de rétention, mais qui ressemble étrangement à un camp, à une prison. Mais l'État se permet, par sa souveraineté sur le territoire, sa manière de gérer la citoyenneté et le territoire, s'autorise à enfermer les gens, enfermer des enfants. Ça pose des problèmes par rapport à la politique de protection des mineurs en France.
et la pratique du checkpoint, cette attente à l'entrée du territoire, en est aussi un exemple important. Le deuxième processus d'État que l'on peut repérer, c'est celui d'un État qui vient organiser, régler les dissensus. Alors, pour Pierre Bourdieu, l'État n'a pas comme principe de trouver un consensus. L'État, la force de l'État, c'est celui de venir rassembler autour d'un point de vue général les différents points de vue. Il a cette phrase, c'est le point de vue des points de vue. Voilà. Donc ça, c'est un processus d'État que le mur permet de faire tenir. Et le migrant se trouve impliqué dans cette logique de gestion des dissensus. Et c'est pourquoi toute situation de migration se trouve confrontée à ces murs qui viennent organiser les dissensus. Alors on avait classiquement en Europe le mur de Berlin qui venait organiser un certain nombre de dissensus. Où, à travers le mur, on demande à l'État finalement d'attraper la balance par le milieu et de faire tenir l'ensemble des opinions différentes quant à l'occupation d'un territoire par des gens qui seraient de la nationalité de ce territoire ou qui seraient d'une autre nationalité. Alors, une des conséquences majeures de ce processus d'État réside dans le fait qu'il veut que la forme du mur est là pour majorer ou minorer ces dissensus, en présentant différentes formes symboliques. Ainsi, si on revient à cet exemple du mur entre Israël et la Palestine, qui constitue un exemple d'une belle acuité de l'évolution parfois tragique de la gestion de ces dissensus. Par exemple, en 1949, au moment du traité de Rhodes, cette frontière, ce mur qui n'existait pas, mais c'était un mur juridique, était d'abord appelé ligne verte. Et pour ensuite devenir une barrière de séparation qui s'est métamorphosée donc de ligne verte en barrière de sécurité, Garder Bitaon en hébreu. Et aujourd'hui, du côté israélien, ce mur s'est transformé en véritable mur de béton, concrètement institué. Du fait de cette nécessité de faire évoluer pour l'État israélien la gestion des dissensus. Donc il y a une véritable barrière de béton. Alors d'un côté, cette barrière de béton du côté israélien, elle est plutôt masquée, elle est plutôt cachée pour indiquer que finalement le problème des territoires est réglé, pour faire croire dans cette fiction juridique que le problème des territoires est réglé. Et du côté palestinien, au contraire, cette barrière est importante, imposante, ce qui permet donc à Israël de montrer que c'est lui qui est souverain, que la gestion des territoires passera par la souveraineté du gouvernement israélien. Donc, ce que dit Bourdieu à travers de la gestion des dissensus, c'est qu'on utilise cette gestion des dissensus et on utilise donc, si on interprète le mur à l'aune de l'enseignement de Pierre Bourdieu, on utilise donc le mur pour transformer, objectiver autrement l'occupation des territoires, pour diffuser des perceptions qui fonctionnent sous la forme de structures objectivées, de ségrégation de faits économiques, de faits spatiaux. Et dans le corps des personnes, dans le corps des citoyens, ils fonctionnent sous la forme on le voit, de goût et de dégoût, de sympathie et d'antipathie, d'attraction et de répulsion, que l'on dit parfois viscérale entre les personnes, entre les peuples. Et nous avons là, à ce jour, des effets de spatialisation des migrants, et on le voit dans les effets de spatialisation des migrants sur une ville, sur un territoire urbain. On voit comment cette question du mur, de la frontière, transforme finalement les points de vue, est une véritable révolution cognitive du regard sur le territoire.
avec ses romans, hein. Par exemple, si on regarde ce qu'on appelait la jungle de Calais, qui finalement était, avant que ça soit détruit, hein, qui était un véritable village avec une école, avec ses commerces, avec ses guichets où il y avait des travailleurs sociaux, ça n'avait rien à voir avec une jungle. Mais le fait d'y avoir tracé une frontière a permis à l'État de construire une perception tout à fait différente de ce qu'elle est. Troisième type de processus d'État, alors dans ces cours du Collège de France, hein, Pierre Bourdieu, hein, c'est des cours qui durent pendant 3 ans, il évoque un certain nombre de processus d'État, hein, je m'arrête simplement à ces 3 principaux. Hein. On peut dire que le mur, hein, le paradigme du mur, et que la migration, à travers ce paradigme du mur, sert à la rhétorique officielle. Hein. C'est au service de la rhétorique officielle des États. Hein. La gestion de la question migratoire, c'est dit comme ça dans le discours politique, est au service d'une rhétorique de l'officiel. Alors il s'agit pour les États, dans ces processus rhétoriques, hein, d'organiser et d'officialiser à chaque instant une chaîne d'interdépendance, de puissances et de forces différentes dans des unités signifiantes. Il s'agit finalement de construire une signification commune. Par exemple, il en va des paradoxes du mur de Trump, hein, comme rhétorique officielle de l'America First. Hein, c'est un levier qui lui a permis d'être élu. Et c'est un argument premier, hein, ce mur entre les États-Unis et le Mexique. C'est un levier politique majeur, d'ailleurs, aux élections. Dès qu'il est en difficulté, il revient sur cette histoire de mur qu'il veut construire. Alors il s'agissait pour lui, si on revient sur la question de la gestion des dissensus, si on revient sur la construction d'une fiction juridique, et donc qui permet, ces différents processus permettent de construire une rhétorique de l'officiel. On a vu comment, hein, dans sa campagne politique, il s'agissait de réunir des intérêts privés, hein, avec d'un côté ce que ce mur intéressait les industriels, hein, puisqu'il y a un certain paradoxe, hein, puisque le mur entre le Mexique et les États-Unis, il y a 42 points de passage et on a comptabilisé 250 millions de traversées par an. Donc c'est un mur non pas pour arrêter les personnes, mais c'est un mur pour mieux gérer le passage d'un territoire à un autre. Donc ça intéressait beaucoup les industriels américains parce que ça permettait de faire entrer de manière régulée une main-d'œuvre pas chère et corvéable, puisque sans papier, puisque sur le plan légal illégitime. Et d'un autre côté, dans la gestion des dissensus, ça a permis donc au président américain de répondre à ceux qui voulaient un mur pour des raisons identitaires. Donc on voit comment les murs, on voit comment la migration donc, participe à une rhétorique de l'officiel qui permet de construire pour les hommes politiques, pour les États, leur autorité. Alors, par rapport, pour conclure, sur la question de la migration et ce qui nous concerne, nous, travailleurs sociaux, c'est-à-dire l'espace de Schengen, comment les travailleurs sociaux accueillent les personnes en situation de migration dans l'espace de Schengen. Et comme je l'ai dit, des effets dévastateurs de ce mur administratif. Il y a un élément majeur dans la rhétorique de l'officiel, hein, c'est ce que Bourdieu appelait l'effet salle d'attente. Il est important pour que les États construisent leur pouvoir et leur souveraineté, il est important, il est majeur d'instaurer des salles d'attente. Plus on fait attendre les personnes, plus on fait vivre cette question de la souveraineté des États, du pouvoir des États, hein. Et cela permet de marquer que le rapport citoyen au territoire, ce n'est pas un rapport libre, c'est un rapport qui est géré par la citoyenneté. Cet effet d'ailleurs de la salle d'attente, c'est une notion qu'il avait fait émerger à travers la question de la construction des maisons individuelles et de l'occupation du foncier.
Pour occuper un sol, il est important pour les États de construire une salle d'attente afin que l'on se rappelle que l'on ne fait pas n'importe quoi, mais que l'on doit obéir à un certain nombre de règles à la souveraineté des États. Enfin, un dernier élément dans la rhétorique des États, c'est cette idée et de la gestion des dissensus, c'est cette idée que toute rhétorique d'État et le mur et la situation des migrants permet de faire tenir une chose et son contraire. Et on a par exemple, on l'a évoqué hier, la question des hotspots, où c'est quelque chose qui permet à la fois de faire vivre l'État français, la France comme terre d'accueil, et en même temps, dans le célèbre dichotomie dialectique du en même temps du président Macron, ça permet en même temps de mieux rejeter. Voilà. Alors, non pas avec un certain cynisme, puisqu'on peut rappeler, quand c'était l'année dernière, le président Macron recevait à l'Élysée les représentants du pays du Sahel, où il essayait de vendre à travers une rhétorique de l'officiel ces hotspots. Il disait ces nouveaux guichets sont des pré-examens où il voulait, en voulant installer ces hotspots au Niger ou au Tchad, ne constitueront pas, je le cite, un outil de contrôle des flux migratoires, vous voyez le cynisme, ils permettront de faire de la pédagogie, puisque, in fine, ces critères de distinction entre migrants économiques et réfugiés politiques sont opérants pour la délivrance d'un titre de séjour en Europe, tout en conduisant les missions de protection en vue de la réinstallation de réfugiés en Europe. Voilà. Donc là, le hotspot est véritablement une nouvelle rhétorique d'État qui permet de dire d'un côté on accueille, d'un côté on va accueillir tout le monde, la France est dans cette tradition, et en même temps ça permet de faire vivre l'espoir d'un certain électorat qui est dans la passion nationaliste, si on reprend les termes de Pierre Bourdieu, qui veulent à tout prix rejeter les migrants. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette rhétorique de l'officiel, mais malheureusement, elle a ses boucs émissaires, et donc le migrant devient donc la victime de cette rhétorique, de ces différents processus d'État. C'est donc le bouc émissaire, donc chargé de faire tenir la souveraineté des États. Il est en situation de bouc émissaire, et malheureusement, ça vient justifier, ça vient comme un effet secondaire, les gens qui se noient, ceux qui attendent dans des camps, les enfants qui sont enfermés, qui parfois meurent de soif. La semaine dernière, aux États-Unis, il y a une petite fille, je crois, qui est morte de soif dans un camp, dans un centre de rétention. Donc on peut dire que le migrant, quand il part, la personne qui part en situation dans un projet de migration, prend le risque de rentrer dans ce statut de bouc émissaire, prend le risque, se retrouve bien souvent dans ce statut de bouc émissaire, et elle est l'alibi pour construire la souveraineté des États. Elle alimente, malheureusement, à ses dépens, la construction des États. Alors, pour terminer et faire le lien avec ce que rencontrent les témoignages des travailleurs sociaux, à un moment, à chaque fois qu'on va dans un CADA, dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, les travailleurs sociaux se retrouvent dans un conflit de loyauté, le mot est un peu fort, mais en disant, à un moment, entre la mission et l'éthique, on finit par se demander si on ne va pas aller plutôt abandonner la mission et aller plutôt sur l'éthique. C'est-à-dire, par exemple, quand ces personnes ont traversé le mur administratif, et que malheureusement, c'est non pas un visa, mais c'est une situation de sans visa, d'irrégularité, on a parfois envie de les garder, on a parfois envie de continuer à les protéger. Mais on se retrouve coincé puisqu'on est dans une mission d'État. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que dès qu'on va poursuivre l'enseignement de Bourdieu, la question se pose, c'est où s'arrête l'État, où va l'État. Vous savez, c'est une définition. Qu'est-ce que l'État? C'est très très difficile. L'État, c'est nous, c'est chacun de nous, c'est les tables, là, c'est le micro.
Donc on se demande à chaque fois si la personne en situation de migrant, cet étranger, n'est pas finalement aussi un élément de l'État qui sert, qui est un levier de la construction des États. C'est pourquoi les travailleurs sociaux, à un moment, ont envie de dire je suis plus l'État et je m'occupe d'eux, et de la mission de protection du côté d'une éthique, parce que eux aussi sont confrontés aux effets des traumatismes de ces différents murs que témoignent les personnes en situation de migration à travers leurs récits.